Le consommateur embryonnaire commence son développement dès sa première année d'existence. Les enfants amorcent leur périple de consommateur dès la petite enfance. Et il faut certainement les considérer comme de vrais consommateurs à cet âge. Depuis le baby-boom qui a fait suite à la Deuxième Guerre mondiale, jamais les Américains n'avaient vécu entourés d'un aussi grand nombre d'enfants. Il y a maintenant plus de 52 millions d'enfants de moins de 12 ans aux États-Unis. C'est la plus grande explosion de la population de jeunes depuis un demi-siècle. Et pour les entreprises américaines, ces enfants représentent la récompense ultime. Un groupe démographique inédit, important et fugace à conquérir à tout prix. Il n'y a aucun doute que les spécialistes du marketing visent les enfants à cause de leur pouvoir d'achat croissant. L'argent qu'ils dépensent pour acheter des vêtements, de la musique, des appareils électroniques totalise maintenant 40 milliards de dollars par année. Mais la principale raison de cet intérêt pour les enfants, c'est peut-être l'influence directe qu'ils ont sur les dépenses des adultes. La somme astronomique de 700 milliards de dollars par année, soit l'équivalent du PIB conjugué des 115 pays les plus pauvres du monde. Les spécialistes du marketing ont compris les gains qu'ils peuvent faire grâce à l'influence qu'ont les enfants sur les achats. Any questions? Jared, does it do any tricks? Does that work for you? Le pouvoir d'achat des enfants et leur influence sur les achats ont poussé les spécialistes du marketing et les publicitaires à adopter des stratégies beaucoup plus délibérées. Les enfants déterminent souvent le genre d'auto qu'on va acheter, le genre d'ordinateur, le contrat de téléphone cellulaire et même l'endroit où la famille ira en vacances. La plupart des parents et d'autres personnes ne voient pas à quel point les entreprises de marketing rendent la vie des parents misérable. Les stratèges du marketing ont étudié tout le phénomène du harcèlement. Quelles entreprises y parviennent le mieux et elles conseillent d'autres entreprises sur les crises les plus efficaces. Les enfants répètent parfois « Est-ce que je peux ?» jusqu'à 9 fois. Et une partie du facteur de harcèlement vise à maximiser le nombre de fois que les enfants vont demander et redemander. Ces enfants ont donc un pouvoir économique très important. Les publicitaires le savent et ils les ciblent comme jamais auparavant. Cette génération d'enfants est ciblée par la publicité comme jamais auparavant. Les enfants sont soumis aux concessions de licences de marque, au placement de produits, à la publicité dans les écoles, à la publicité furtive et le marketing viral. Il y a les DVD, les jeux vidéo, l'Internet, les iPods, les téléphones cellulaires. Il y a tellement de façons de joindre les enfants qu'on leur met une marque devant le visage à tout moment de la journée. On assiste à une immersion commerciale tous azimuts qui tente de convaincre les enfants par tous les moyens possibles. Les enfants sont inondés. Ils sont submergés par ce blitz médiatique. Les enfants sont en mode multitâche avec les médias. Ils sont donc plus vulnérables. Ils sont bombardés de plus de 3000 messages publicitaires par jour. Ces gens tentent de convaincre nos enfants que la vie consiste à acheter, à acquérir. La philosophie devient du berceau au tombeau. Ciblons-les très tôt, le plus souvent possible, dans le plus d'endroits possible. Pas juste pour leur vendre des produits et services, mais pour en faire des consommateurs à vie.
Bien que les adultes détiennent la majeure partie du pouvoir d'achat de toute collectivité, les enfants ont une influence certaine dans l'achat des biens de tous les jours. Les enfants participent depuis longtemps au marché de la consommation. Mais avant, la culture de consommation des enfants n'avait pas beaucoup de valeur. Même s'il est vrai qu'il y avait de la publicité destinée aux enfants dans les années 50, 60 et même 70, c'était très peu par rapport à aujourd'hui. La publicité destinée aux enfants était peut-être limitée dans les années 70, mais c'est alors qu'elle est devenue une réelle industrie, déclenchant un mouvement d'opposition à l'ensemble de la publicité destinée aux jeunes, suivi d'une série de décisions qui allaient déterminer son avenir. À la fin des années 70, la Commission fédérale du commerce a prôné l'abolition de la publicité aux enfants de 8 ans et moins. La Commission fédérale du commerce croit que les enfants se font leurrer par la publicité télévisuelle, en particulier par les annonces de céréales sucrées, et elle veut interdire toute publicité destinée aux enfants. L'interdiction découlait de la crainte que les céréales sucrées ne favorisent la carie dentaire et de recherches montrant que les enfants de 8 ans et moins ne comprenaient pas l'intention de persuasion de la publicité. Êtes-vous en train de dire que tout message destiné à un enfant plus âgé, un enfant de 8 à 12 ans, est fondamentalement trompeur? C'est exact. L'enfant ne dispose pas d'assez d'informations pour éviter d'être leurré et cette pratique commerciale n'est pas équitable. Les industries que cela allait affecter, les fabricants de jouets, les fabricants de céréales sucrées, se sont adressés au Congrès. Dans la société capitaliste démocratique américaine, on apprend à veiller à ses affaires. Et on n'a surtout pas besoin pour les 20 prochaines années d'une gardienne d'enfants nationale. Puis, le Congrès a retiré à la FTC une grande partie de ses pouvoirs de réglementation de la publicité aux enfants. Loin de tenir compte des craintes des défenseurs des consommateurs à propos de l'impact de la publicité destinée aux enfants en 1980, le Congrès a adopté la FTC Improvement Act. En vertu de cette loi, la Commission fédérale du commerce ne pouvait plus réglementer la publicité destinée aux enfants. Et le peu de pouvoir de réglementation de la publicité aux enfants qui subsistait a reçu un coup fatal au début des années 80. Le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement est le problème. Dans les années 1980, les États-Unis s'étaient entichés du marché et ils pensaient que le marché allait tout régler et qu'il fallait déréglementer l'industrie. Pour ceux qui possèdent des stations de télévision, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, je n'ai jamais aimé la machine gouvernementale. Et on n'a pas à substituer le jugement des bureaucrates de Washington à celui des diffuseurs professionnels. En 1984, le gouvernement Reagan avait complètement déréglementé la télévision destinée aux enfants. Les entreprises ont compris que le Congrès ne ferait rien pour restreindre le marketing destiné aux enfants. Et plusieurs spécialistes ont découvert que les enfants représentaient un marché énorme. Pendant les 2 décennies qui ont précédé la déréglementation, les dépenses des enfants consommateurs augmentaient peu, de 4% par année environ. Depuis la déréglementation, elles augmentent de 35% par année. Elles sont passées de 4,2 milliards de dollars par année en 1984 à 40 milliards aujourd'hui, une augmentation de 852%. La déréglementation a ouvert la porte à un genre de marketing visant les enfants, du jamais vu avant le milieu des années 1980. Quand j'étais petit, Hopalong Cassidy jouait à la télévision. Ça a été l'une des premières émissions pour enfants. Ce n'est que lorsque la série a connu un grand succès qu'ils ont lancé la boîte à lunch. Maintenant, ils conçoivent la boîte à lunch et les figurines d'abord. Voilà pourquoi George Lucas a dit « Je ne suis pas un réalisateur, je suis un fabricant de jouets ». Tout comme Star Wars. La force du marketing associe son nom à une foule de produits, des masques, des figurines, des sabres lumineux, des casques, des bonbons, des tasses, d'autres bonbons, des jouets à ressort, des figurines, des céréales et même un livre à succès. On se retrouve donc avec des promotions dans les restaurants de malbouffe, des photos des personnages du film sur des boîtes de céréales et des draps pour que les enfants s'endorment en pensant à ces images.
Puis, ils vont à l'école avec leur sac à dos et leur boîte à lunch où il y a les mêmes images que sur les t-shirts et les chaussures de leurs amis, et ils les réclament. Hello, Scooby-Doo crackers. Scooby-Doo. Tu les aimes? Yeah. Tu y as goûté? No. Comment peux-tu savoir si tu les aimes? Il y a de la publicité sur les murs des écoles, sur les autobus et dans les gymnases. Des tableaux de pointage portent les logos de Coca-Cola ou de Pepsi. La commercialisation s'est infiltrée dans nos écoles de mille et une façons. On vend du Coke, du Pepsi, du Schweppes et des produits Cadbury, ce qui aggrave l'épidémie d'obésité chez les jeunes. Il y a des couvertures de manuels scolaires, du matériel didactique commandité. Il y a une entreprise appelée Field Trip Factory qui emmène les jeunes à des endroits comme Petco et Sports Authority et qui qualifie cela de pédagogique. Les enfants des garderies de Chicago font une excursion pédagogique, mais les animaux qu'ils vont voir ne sont pas au zoo. Bienvenue chez Petco. Dans tout le pays, de plus en plus d'écoles emmènent leurs élèves dans des centres commerciaux. Une entreprise appelée Bus Radio tente de contraindre 1 million d'enfants d'écouter 8 minutes de publicité par heure chaque fois qu'ils montent à bord. Bossradio.com. Nous pigeons un nom au hasard et si vous gagnez, nous donnerons aussi 2 billets au conducteur de votre autobus. Vous pouvez passer du temps ensemble et partager un coke. Envoyez-nous un courriel dès que vous arrivez à la maison. La mission de l'école est de promouvoir la raison. Et la mission de la publicité est de contourner la raison, de promouvoir la vente d'un produit. Et ne serait-ce que pour cette raison, la publicité n'a pas sa place dans les écoles. L'effort visant à produire de jeunes consommateurs ne s'arrête plus à la porte de l'école. Il y pénètre. Si la publicité suit les enfants à l'école, elle en sort aussi, sous la forme de recherches plus poussées, ayant produit des experts en marketing destinés aux enfants, dotés de formidables outils scientifiques. Des psychologues, des anthropologues, des sociologues et des spécialistes des sciences du comportement aident les publicitaires à définir et à figer les préférences de marque des enfants. Ils veulent participer à la trame de la vie des enfants. Il n'y avait pas de conférence consacrée au marketing jeunesse il y a 12 ans. Il y en a maintenant une quinzaine par année. Sur les préados, les ados, la collectivité latino-américaine, comment faire connaître votre produit, votre programme, vos ensembles, vos personnages, vos campagnes publicitaires, comment les joindre plus efficacement, les faire dépenser davantage. C'est du marketing et on ne peut pas blâmer les gens de cela. Mais est-ce qu'il y a un contrepoids dans les échanges? Plus de discussions sur ce qui est bon pour les enfants? Sur la manière de faire progresser notre société? Non. Vous êtes psychologue, vous faites de la recherche. Vous savez ce qui distingue un enfant de 3 ans d'un enfant de 5 ans. Vous savez comment rejoindre un enfant de 3 ans. Vous savez qu'il faut un rythme plus lent, qu'il faut des figures arrondies, parce que ça plaît aux enfants de cet âge. Vous savez aussi que les enfants de 5 ans ont des préoccupations très différentes. Vous pouvez donc affiner votre marketing pour mieux communiquer avec les enfants. On voit les indices de comportement dans leur regard, surtout chez les enfants qui n'ont pas encore le sens de l'autorégulation. Vous savez, tous leurs gestes sont très descriptifs. Et quand on prend ce qu'ils disent, qu'on associe cela au regard qu'ils ont quand ils le disent et à leurs indices de comportement, on obtient une mesure très forte de l'effet d'un produit sur eux. Un autre moyen est la recherche ethnographique, qui, soumise aux objectifs des publicitaires, est devenue une sorte de harcèlement scientifique. Ils vont dans les supermarchés avec eux et ils filment précisément comment ils regardent un produit, comment ils le prennent, le remettent en place, comment ils évoluent dans le supermarché. Ils les filment dans les terrains de jeu, à l'école, au petit déjeuner, quand ils ouvrent leur placard et ils choisissent les vêtements qu'ils vont porter. De quoi aurais-tu besoin de plus? Ils les filment en train de parler à leurs amis. Ils organisent de petits cercles d'amis, ils filment ce qu'ils font. Ils suivent même les enfants dans les salles de bain. J'ai interviewé quelques personnes qui ont observé des enfants en train de prendre un bain ou une douche, d'interagir avec le shampoing, le savon et les produits de beauté. Ça donne la chair de poule. Cette manière dont les publicitaires dissèquent les enfants et les regardent au microscope. Cette nouvelle science de la consommation engendre une nouvelle science de l'enfance. Et il y a sans doute peu d'endroits où les divers éléments de cette science se fusionnent aussi bien qu'à la Girls Intelligence Agency. Le produit type de la GIA est ce qu'on appelle la pyjama party dans une boîte.
On demande aux enfants de mousser un certain produit, ou on organise des fêtes où on demande aux enfants de dire ce qu'ils pensent des produits. What is the hottest item? The sleep mask, the fuzzy phone, or the beauty kits? Fuzzy phone. Ils leur demandent d'être sournoises, de leur fournir des renseignements sur leurs amis, à l'insu de leurs amis. Ils enseignent aux enfants comment exploiter leurs amis. C'est très répandu autour de nous et le public n'en est pas conscient, comme du neuromarketing d'ailleurs. C'est une nouvelle approche qui fait peur. On place un enfant dans un appareil d'IRM, on voit ce qui se passe dans son cerveau, d'après le stimulus, et puis on dit « Waouh, ça fonctionne, c'est bon, regardez ce qui se passe ». Ils font des tests de clignement des yeux, par exemple. Ils font des publicités et ils observent à quelle fréquence l'enfant cligne des yeux ou détourne le regard. Quand l'enfant cligne davantage les yeux, ils la modifient pour la rendre plus fascinante. Il y a des choses dont les enfants ne peuvent pas détourner le regard et ce n'est pas un hasard. On a fait toutes sortes de tests de haute technicité afin de trouver la configuration précise des personnages, des couleurs, de la musique, des mots et ainsi de suite, pour que ce soit irrésistible pour un enfant. Quelqu'un m'a demandé, « Lucy, est-ce que c'est conforme à l'éthique? Tu manipules ces enfants. » Est-ce éthique? Je ne sais pas. Mais notre rôle à Initiative est de mousser les produits. Et si on sait comment mousser un produit de manière créatrice, en recourant à un véhicule médiatique donné, alors on a fait notre travail. Ils sont les consommateurs de demain, les consommateurs adultes de demain. Parlons-leur maintenant, établissons une relation quand ils sont plus jeunes et nous les aurons en tant qu'adultes. Je l'affirme, ces publicitaires sont très similaires aux pédophiles. Ce sont des experts des enfants. Pour être pédophile ou publicitaire auprès des enfants, il faut connaître les enfants et ce qu'ils veulent. Les enfants adorent la publicité. C'est un cadeau, quelque chose qu'ils veulent. Il faut parler en passant du fait d'être là les premiers, de marquer les enfants et de les posséder de cette manière. Un comportement antisocial quand on recherche un produit est une bonne chose. Les entreprises ont délaissé l'exagération des caractéristiques des produits. Voyez ces pattes bouger comme celles d'un vrai cheval. Blaze est le cheval le plus sûr et le plus résistant jamais fabriqué. Pour une toute nouvelle forme de publicité, la publicité symbolique. Le produit est vendu non pas en fonction de ce qu'il peut faire ou de sa saveur, mais pour sa signification sociale. On enseigne donc aux enfants à vouloir du bonbon, des céréales sucrées ou des boissons gazeuses parce que c'est cool. Ça les définit en tant qu'individus. Ce qu'ils achètent, c'est ce qu'ils sont. Il y a un mantra dans la société américaine. Vous êtes ce que vous avez. Vous êtes ce que vous achetez. Vous êtes ce que vous possédez. Et si vous ne l'avez pas, alors vous êtes inférieur. Vous n'êtes personne. Vous n'avez aucune estime de soi. Et cela se produit même chez les enfants. Il n'y a pas que les produits que l'on fait entrer dans l'imaginaire des enfants, mais les valeurs. Et la valeur première qu'on vend et qu'on revend aux enfants, c'est que la valeur de ces choses ou de ces marques va nous rendre heureux. Le coût de cette participation à la culture de consommation pour les enfants a cru de manière très importante. Il y a 15 ans, mon premier Sony, une sorte d'enregistreuse ou d'appareil de musique version pour enfants, se vendait bien moins cher que le modèle pour les adultes. Mais aujourd'hui, c'est un iPod. Aux enfants de première, deuxième, troisième, quatrième année, des produits très très chers. On voit des fillettes d'âge scolaire de 6-7 ans qui affichent une préférence inflexible pour les jeans haute couture qui se vendent 100-150 $. Ça s'inscrit dans un changement d'une culture pour enfants moins chère vers une culture plus huppée, dans laquelle il n'y a pas que la marque, mais aussi la griffe. C'est « il me le faut, donne-le-moi ».
Voilà le système de valeurs. Nombrilisme, gratification instantanée et matérialisme. Des millions de parents trouvent maintenant un réconfort dans ce qui apparaît comme une contre-tendance. C'est un nouveau mouvement médiatique qui se dit bon pour les petits-enfants. Qu'il s'agisse de DVD de développement comme Baby Einstein et Brainy Baby, ou de diffusion ininterrompue pour les bébés et les tout-petits, l'idée c'est qu'un bon média est le meilleur antidote à un mauvais média. On ne peut décider quelle taille ils auront, ni leur pointure de chaussures dans 2 ans. Mais qu'en est-il de leur imagination? Eh bien, nous avons un mot à dire là-dessus. L'idée, c'est que nos enfants vont s'en sortir si leurs parents les détournent du désordre commercial pour les orienter vers les médias éducatifs. Il n'y a pas que le corps des enfants qui grandit. Mais une question se pose, est-ce vrai? Dans la recherche, il n'y a pas la moindre preuve à l'effet que les enfants y apprennent quoi que ce soit, ou que les enfants qui sont exposés à ces choses à un très jeune âge sont différents quant à leur capacité d'apprentissage ou leur connaissance acquise par la suite. C'est une énorme entreprise, des millions de dollars par année, que l'on vend pour contrer l'insécurité des parents. Tu n'iras jamais à l'université si tu ne joues pas à tes jeux vidéo. Ils incitent les parents à croire que s'ils n'achètent pas ces choses, leurs enfants seront en retard. Et malgré ses grandes prétentions éducatives, cette industrie a encaissé des bénéfices encore plus grands. Les ventes de vidéos et de DVD dits éducatifs devraient atteindre 7,8 milliards de dollars en 2010. C'est une industrie de milliards de dollars qui est une arnaque complète. Il n'y a aucune preuve qu'un bébé qui regarde un DVD apprenne quoi que ce soit. Depuis 7 ans, l'Académie américaine des pédiatres recommande de ne rien présenter à l'écran aux enfants de moins de 2 ans. Et cela pour des raisons bien précises. Premièrement, il n'y a pas de données de recherche sérieuses qui montrent que les enfants de moins de 2 ans et demi puissent apprendre quoi que ce soit sur un écran électronique. Une forte exposition aux médias peut en fait modifier le développement du cerveau. 3 nouvelles études laissent entrevoir que regarder beaucoup de télé en bas âge peut nuire à l'apprentissage des enfants. Plus les enfants et les tout-petits regardent la télé, plus ils risquent d'avoir des problèmes d'attention et de concentration pendant leurs premières années à l'école. Selon les chercheurs, les heures passées devant la télé ne font qu'encourager le cerveau à regarder plus de télé. L'enfant habitué aux couleurs vives et aux images changeantes aura de la difficulté à se concentrer sur une enseignante ou un devoir. Durant les 2 premières années de la vie, le cerveau se développe rapidement. Et ce qu'on sait du développement optimal du cerveau pendant ces 2 premières années critiques, c'est qu'il dépend des interactions face à face avec d'autres personnes, parents, frères et sœurs, d'autres enfants, et de la manipulation du milieu physique, comme le fait d'empiler des blocs ou de se mettre un Cheerio dans la bouche. Jouer de manière créative à résoudre des problèmes est bien supérieur au meilleur logiciel d'infodivertissement qui soit. Quelle est la chose la plus importante pour un enfant de 0 à 2 ans? C'est la dynamique sociale, le lien qui se forge, l'intimité qui s'établit entre la mère et l'enfant. Oubliez le reste. Cet élément est le fondement de confiance et de tout l'apprentissage plus poussé qui va suivre. Il faut que cela se fasse. Donc, si on sacrifie la confiance, ce lien, les enjeux d'attachement pour avoir un bébé Einstein, un ordinateur et des vidéos dans la chambre, on ne comprend vraiment pas le développement de l'enfant. L'espace nécessaire à la pensée est compromis. On est immergé, on n'est plus en soi, on s'élimine. Quand avez-vous des moments paisibles non structurés? Quand l'enfant peut-il être un enfant et jouer? Selon un rapport récent de l'Académie américaine de pédiatrie, les médias commerciaux transforment de manière radicale la manière dont les enfants jouent. Les chercheurs ont trouvé que même si le jeu libre et non structuré est essentiel au bien-être cognitif, physique, social et émotionnel des enfants, le temps que les enfants de 6 à 8 ans consacrent aux jeux créatifs a diminué considérablement pendant la dernière décennie. Et chez les 9 à 12 ans, pendant la même période, le jeu créatif a décru de 94 %.
La chose qu'il importe de ne pas oublier au sujet du jeu créatif, c'est que c'est un des fondements de l'apprentissage et que cela donne un sens à la vie des enfants. Nous élevons une génération d'enfants qui n'auront jamais connu l'expérience de devoir s'amuser ou de se calmer. Ils auront donc toujours besoin d'un écran. Et c'est précisément là que l'industrie du marketing veut qu'ils soient. Ils ne sont pas stimulés à inventer leurs propres histoires. Ils veulent simplement régurgiter ce qu'ils ont déjà vu à l'aide de produits dérivés du film. Toutes les volte-face, les sauts, les lancements de toile seront possibles grâce au jeu de cascade Spider-Man. Ce n'est pas vraiment du jeu. Leur propre imagination, leurs propres expériences ne sont pas évidentes. Ce n'est qu'une imitation de ce qu'ils ont vu. Tu peux être comme Superman grâce au Inflato-Suit. Mets les gants Punch and Crush et tu entendras le son de tous les coups que tu donneras et de tout ce que tu plieras. Le monde a besoin d'un héros. Es-tu prêt? Le message que les enfants reçoivent, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer à Harry Potter à moins d'avoir une baguette officielle de Harry Potter. Ou qu'ils ne peuvent pas jouer à un héros à moins d'avoir tous les accessoires. Voici les accessoires de Jack Sparrow. Combattez avec l'épée Clash and Flash Sword, les effets lumineux et sonores et le pistolet électronique. Devenez Jack Sparrow. On leur dit que leur imagination n'est pas à la hauteur, que ça ne suffit pas de prendre un bâton et d'en faire une baguette magique. Il faut avoir la vraie. C'est le jouet robotisé le plus récent qui fait tout pour vous, et vous n'avez plus à jouer avec. Il joue seul, et vous le regardez. Bien, mais à quel prix? Je n'ai même plus à l'assembler. On n'a pas à faire de modélisation, pas à penser, rien à colorer ou à peindre. Tout est prêt, et il ne me reste qu'à l'utiliser. Nous formons une génération future de super consommateurs. Au lieu de consommer moins, nos enfants vont consommer encore plus que les baby-boomers ou les générations X ou Y. Qu'est-ce que cela représente pour notre avenir, pour notre bien-être et pour leur bien-être? On diagnostique 40 fois plus de troubles bipolaires chez les jeunes qu'il y a 13 ans. L'hyperactivité avec déficit de l'attention. Près de 4,5 millions d'enfants ont reçu ce diagnostic au pays. Les médecins prescrivent de plus en plus d'antidépresseurs aux enfants, jusqu'à 8 millions d'ordonnances par année. Un enfant sur 3 né en 2000 va devenir diabétique. Pour la première fois depuis des décennies, le taux d'hypertension chez les enfants augmente. Les enfants de cette génération sont les plus gros de l'histoire des États-Unis. On estime que 16% de tous les enfants et de tous les adolescents ont un surplus de poids. C'est 4 fois plus que dans les années 1960. L'espérance de vie des enfants d'aujourd'hui sera plus courte que celle de leurs parents. C'est comme si on disait à notre société, nous nous foutons des enfants. Peu importe ce qu'ils achètent, pourvu qu'ils achètent, même si ça va les tuer. L'enfant malade, à titre de consommateur, a remplacé l'enfant en santé, des sports, du jeu et du faire semblant. Les personnes très intelligentes qui ont mené plusieurs recherches commencent à dire un instant. Il semble y avoir un lien entre le marketing, la publicité et tous ces problèmes. J'ai conçu une étude qui a examiné la participation des enfants dans la culture de consommation. Et j'ai constaté que plus l'enfant recourait aux médias, tant la télé que les autres formes de médias, plus il risquait de souffrir de dépression et d'anxiété. Chez les enfants de 5 ou 7 ans, on voit maintenant des problèmes qu'on ne voyait auparavant que chez les adultes, comme le diabète de type 2. Le diabète est une maladie terrible pour toute la vie. On meurt jeune de manière misérable. C'est l'un des problèmes de santé publique les plus importants aux États-Unis, sinon le problème le plus important. On ne pourra pas redonner la santé aux enfants sans un effort du gouvernement. On l'a fait dans d'autres domaines, pour la sécurité des enfants. On a voté des lois sur le port du casque, le port des ceintures de sécurité, la vente du tabac aux enfants, mais on accepte de laisser les enfants aux mains de ces personnes qui ne cherchent qu'à faire des bénéfices sans se préoccuper des effets sur la santé et le bien-être. Le point de vue de l'industrie du marketing, c'est que tout repose sur les parents et qu'ils doivent être les seuls gardiens. Et les parents? Les parents ont la responsabilité de tout ce que fait l'enfant. N'est-ce pas la responsabilité des parents? N'est-ce pas aux parents de surveiller ce que leurs enfants mangent et ce qu'ils regardent? Le choix de ce qu'on va acheter et donner à manger aux enfants n'est-il pas celui des parents, en fin de compte?
Des adultes responsables diront que bien sûr les parents ont cette responsabilité. Mais si les enfants ne sont pas avec leurs parents 24 heures sur 24, s'ils sont dans une école où il y a plein de publicité et de marketing, ou dans une garderie où il y a de la publicité, si quelqu'un les invite à une fête où on fait de la vente sournoise ou de la recherche de marketing, je pense que c'est beaucoup demander aux parents que d'assumer toute la responsabilité. Le rôle de la FTC et de la FCC est de protéger les enfants quand le marché ne les protège pas. Et nous vivons une situation où ces agences ne jouent pas le rôle qu'on leur a confié quand on a accordé les fréquences radio à l'entreprise privée. La situation est donc très déséquilibrée. Les États-Unis est le seul pays industrialisé du monde qui n'a pas de politique à ce sujet. J'ai consulté des gens en Irlande et dans les pays scandinaves. Ils ne permettent pas ce genre de publicité. Mais généralement, quand on débat de ce sujet, l'industrie fait valoir les droits du premier amendement de la Constitution. Je dis qu'ils ont le droit d'invoquer la Constitution, mais ils doivent aussi assumer la honte. Honte à eux. Il s'agit de notre avenir et ils savent que c'est mal. Il s'agit beaucoup plus que de la vente de produits et services. Si nous nous préoccupons de ce qui nourrit l'esprit humain, si nous tenons aux relations humaines, alors nous devons nous préoccuper de cet enjeu.